nos corps bohèmes doivent vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de Rio d'Arménie. Qu'un soir Sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps. Les salariés de l'usine Stora Enso, licenciés, près de 300 personnes, ont reçu leur lettre de licenciement début septembre. Nombre d'entre eux ont mandaté Maître Fiodor Rylov pour les représenter devant le tribunal des prud'hommes, là où ils contestent, entre autres, la motivation économique de leur licenciement, la façon dont également ils ont été considérés tout au long de ce conflit, avec entre autres des manquements graves à leur contrat de travail. La première audience, dite audience de conciliation devant le tribunal des prud'hommes, s'est déroulée ce mercredi 15 octobre à Arras en matinée. Et c'est Maître Millet qui a représenté les salariés, Fiodor Rylov étant retenu sur une autre plaidoirie. On a engagé 2 actions successives. Une première pour réclamer des dommages et intérêts relativement à l'inexécution du contrat de travail par l'employeur Stora Enso, parce que les salariés n'avaient plus de travail, et on les a privés de travail. Donc pour inexécution du contrat de travail, et ensuite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc absence de motif économique au licenciement. Et un troisième et dernier chef de demande qui est le co-emploi. Nous estimons que la société basée en France n'est pas la société qui est à l'origine du licenciement, et que c'est la société mère, qui est la société finlandaise, qui elle est à l'origine du licenciement. Et qui elle génère des profits. Elle génère énormément de profits, donc comment justifier le motif économique ? De son point de vue, ça va être assez difficile. Pourquoi cette demande sur la motivation économique n'arrive qu'hier soir auprès du groupe Stora ? Alors tout simplement parce que les licenciements ont eu lieu très tardivement et qu'il a fallu réunir un grand nombre de pièces. Vous avez vu, il y a 220 parties aujourd'hui à l'audience. Vous imaginez, pour réunir les bulletins de salaire, les derniers bulletins de salaire et les contrats des différentes parties, c'est relativement long. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait tardivement nos demandes. Mais néanmoins, devant le bureau de conciliation, la procédure est orale. Et donc on peut faire demander les chefs de demande qu'on souhaite. Donc même si c'est tardif, on a tout à fait le droit de le faire. Pour revenir sur les motifs économiques, est-ce qu'on ne peut pas vous opposer que c'est une stratégie de groupe et que l'intérêt du groupe veut qu'on s'organise comme ça ? Alors ça peut être effectivement une stratégie de groupe lorsque le groupe génère un grand déficit. On n'est pas du tout dans ce cas de figure, on est dans le cas de figure d'un groupe qui génère des bénéfices très importants. Donc à eux de justifier la motivation économique au licenciement des Français. Le calendrier qui a été établi, vous pouvez nous le rappeler ? Alors, nous, demandeurs, faisons une demande de pièces, parce que justement, on met dans la cause la société finlandaise. Donc, on demande des pièces de Finlande, qui doivent être traduites en français et communiquées à notre cabinet. Nous devons rendre nos conclusions mi-juin 2015. Le défendeur a 6 mois pour répliquer. Et ensuite, nous allons plaider le mois d'après, en février 2016. Donc c'est relativement long parce qu'il y a cette demande de pièces, mais qui est absolument nécessaire. Et le confrère a souhaité obtenir un certain temps pour les obtenir. C'est tout à fait accordé parce que nous les voulons, ces pièces. Des pièces qui vont nous permettre de nous baser sur des éléments économiques en Finlande. Il n'y avait pas le moyen de faire les procédures avec les reproches différents, c'est-à-dire
par exemple, très vite partir sur ce qui a fait que les salariés se sont retrouvés privés de travail. On n'a peut-être pas besoin d'aller en Finlande pour avoir des explications. Non, pour cela, si vous voulez, si on ne creuse pas l'origine du problème, effectivement, on pourrait plaider dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais l'idée, c'est réellement de montrer que les motivations ne viennent pas de France, mais de Finlande, et que c'est une stratégie de commencer par priver les salariés de leur emploi, tout en continuant à les rémunérer, mais en les privant de leur emploi, pour ensuite les licencier. Et tout ça fait écho à la première vague de licenciements qui a eu lieu il y a un certain nombre d'années, en 2006, et qui avait donné lieu à un certain remous dans la région. Là, je pense qu'ils ont organisé une stratégie avec un certain recul, commençant par cette absence à l'obligation de fournir du travail, pour ensuite ne plus en fournir du tout et arriver à ces licenciements. C'est une stratégie. Pendant 6 mois, ils ont été privés de travailler. Or, dans le contrat de travail, l'obligation de l'employeur n'est pas uniquement de verser un salaire, mais c'est également de fournir un travail à ses salariés, qui sont là pour ça et tout à fait démunis de ne pas avoir de travail. Psychologiquement, c'est très difficile, mais justement, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de casser le moral, c'est de casser une dynamique de groupe qui pourrait s'installer, mais ça ne marchera pas. En aucun cas, le fait de contester les motivations économiques ne remet en cause le PSE qui a été signé, finalement, et toutes les clauses qui sont dans ce PSE. Non, le PSE n'est absolument pas remis en cause dans cette action. Ce qui est remis en cause, c'est la motivation économique au licenciement qui a eu lieu sans cause réelle et sérieuse. Et nous demandons des indemnités pour cela. Maître Millet du cabinet d'avocats de Fyodor Rylov, représentant 220 salariés face au groupe Stora Enso Corbehem, représenté lui au cours de l'audience par monsieur Eric Munoz, responsable Stora Enso France, au micro de Radio Scarpe Sensée. Cette réunion de conciliation s'est passée à mon avis très bien puisqu'on a réussi à se mettre d'accord sur un calendrier, ce qui est quelque chose de très positif à mon avis. C'est également un point de désaccord. Vous êtes mis d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre. Compte tenu des demandes qui ont été faites encore hier soir à 18h30, j'ai pas pu cette nuit trouver des solutions et des réponses à tout. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la contestation du motif économique, on aurait eu peut-être autre chose ? Je ne sais pas, monsieur. Le calendrier, on nous parle donc d'un jugement février 2016. La procédure va encore durer. C'est vraiment nécessaire ? Je crois que oui, parce que nous sommes dans une situation où l'un des défendeurs est étranger. Et il n'y a pas que les traductions, il y a aussi tout un travail d'explication du droit français qui n'est pas évident. Aujourd'hui, l'avenir du site, on peut en parler également. Qu'est-ce qui se passe à l'usine là ? Parce qu'il y a encore des salariés qui sont toujours maintenus dans l'emploi, c'est une période légale. Il se passe quoi ? Quel est l'avenir de Corbehem ? L'avenir de Corbehem, je ne le connais pas. Aujourd'hui, ce qui se passe à Corbehem, c'est que nous, entre guillemets, mettons la machine sous cocon, nous la maintenons pour qu'elle puisse être en bon état. En tout cas, elle est en bon état. En bon état pour reprendre du service sur le territoire, pour être partir ailleurs, vous savez pas ? Je ne sais pas du tout. Il n'y a aucune décision qui filtre actuellement de la part du groupe ou c'est que c'est décidé mais on ne peut pas le dire ? Non, alors moi je ne suis pas le groupe, je suis Stora Enso Corbehem et non, je ne connais aucune décision là-dessus. Moi. Votre sentiment sur la démarche engagée par les salariés, vous la comprenez, le groupe s'y attendait, vous aussi ? Alors, dire qu'on s'y attendait, c'est un petit peu anticiper le rythme, mais c'est le droit français marche comme ça et je comprends tout à fait qu'ils viennent discuter la décision de leur licenciement. Il y a 2 principaux griefs qui vous sont faits. La motivation économique du plan de licenciement et puis le fait que les salariés se sont retrouvés sans travail pendant un certain temps, toujours en poste mais privés de travail. Comment on en arrive à cette situation-là ? Parce que c'est quand même assez ubuesque de savoir qu'on convoque les salariés de ne pas leur donner de travail pendant près de 6 mois. Exact. C'était une situation assez difficile. C'était uniquement mu par des volontés de sécurité. On a estimé que continuer l'activité dans cet état d'esprit était un peu dangereux, voire même très dangereux. Et donc on a pris cette décision difficile. Maintenant, je rappelle, pour ma défense, quelque part, qu'on n'a jamais fait appel au chômage partiel, on n'a jamais cessé d'être rémunéré, on a toujours proposé des formations, un suivi psychologique et beaucoup de mesures qui, à mon sens, ont permis de tenir la situation sans accident, enfin, à mon sens. Sans accident pour les personnels et pour la machine, pour le site ? Pour le personnel, je pense d'abord. Et après, bien sûr, pour la machine. Je vous remercie. Eric Munoz, responsable de Stora Enso Corbehem,
à la fin de cette première audience, dite audience de conciliation, qui a donc déterminé le calendrier à venir dans le cadre de cette procédure. Quelles sont les réactions des salariés? À vrai dire, ils s'attendaient à une action longue et à un calendrier étalé dans le temps. Journée particulière, entre autres, pour Frédéric, qui, en ce mercredi 15 octobre 2014, fête ses 50 ans. J'en ris, mais 50 ans, c'est bien. C'est l'âge que tu dis, t'as construit ta vie familiale, t'as des enfants, t'as des petits-enfants. Parce que moi, j'ai une petite fille, je vais en avoir une deuxième au mois de novembre. Tu dis, voilà, t'as construit tout, t'as ta maison, t'es bien socialement, t'es bien. Bon, après, voilà, tu te dis, t'as plus qu'à attendre la retraite qui arrive dans 12 ans, dans 13 ans, dans 14 ans, j'en sais rien, on verra. Et puis aujourd'hui, tu te dis à 50 ans, tu es en train de rechercher du travail. Et ça, c'est compliqué. Avant de faire le point sur ta situation aujourd'hui, on rappelle que ça fait près de 2 ans que tu vis cette situation d'incertitude, l'annonce éventuelle de la fermeture, et puis ensuite la décision qui est prise, la non-communication du groupe. Aujourd'hui, première audience de conciliation qui n'arrive pas et qui ne peut pas se faire, pour entendre que le calendrier reporte le jugement au mieux en février 2016, ce qui rajoute quand même quelque chose comme maintenant 16 mois aux 24 mois déjà passés pour pouvoir éventuellement obtenir réparation du préjudice subi. Tu le prends comment ce délai ? Le délai, c'est les procédures. En France, on est long sur les procédures juridiques, mais bon, apparemment, c'est la procédure. Mais en 2006, les gens qui ont assigné Stora Enso au tribunal déjà en 2006-2007, il y a des affaires qui sont pas encore finies. On est 7 ans après, ils sont toujours au tribunal contre Stora. Alors, ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous, aujourd'hui, on a un avocat qui est là pour nous défendre. Aujourd'hui, on était obligé de se déplacer, entre parenthèses, on était convoqué au prud'homme. On s'est déplacé. La prochaine convocation, ça sera le 24 février. Maintenant, ça va être le travail entre notre avocat pour réunir toutes les pièces. Si Stora veut bien les donner, mais apparemment il sera obligé de les donner, pour pouvoir derrière avoir après une indemnité ou un jugement, ou on verra ce qui sera dit le 24 février 2016. Mais c'est vrai que c'est long de 2 ans encore attendre, 18 mois attendre, mais bon, on est patient. On a été patient depuis 2 ans. Avec Stora, pour qu'il nous trouve un repreneur, qu'il nous donne un repreneur sur la table, il ne l'a jamais donné. Il les a écartés vulgairement, parce qu'il voulait fermer son usine déjà en 2007, et puis il a pas pu le faire, mais il l'a fait en 2014. Voilà. Aujourd'hui, on est tous dehors avec une lettre de licenciement, avec 17 pages. C'est bien, mais bon, ce qu'il nous a envoyé, c'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour nous. On n'est qu'un numéro. Et je te dis qu'à 50 ans, c'est compliqué pour trouver du travail. Hier, j'étais au marché de l'emploi à Saint-Laurent-Blangy, mis en place par Pôle emploi. Tu te présentes dans des files d'attente énormes à des sociétés qui sont là pour te recruter ou pour recruter, mais ils prennent que des CV. Ils t'interrogent, on discute. Je suis passé sur un stand. Le mec, il a vu la date de naissance. Il m'a souhaité bon anniversaire pour le lendemain, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Puis il m'a dit, monsieur, vous avez 50 ans. J'ai vu des gens à 58 ans qui ont postulé, qui ont été licenciés au 1er août. Ils avaient 58 ans qui postulaient à un poste de travail parce qu'il leur manque de trimestres. Je veux dire, on aurait pu trouver pour ces gens-là, pour l'âge, moi j'ai encore envie de travailler encore 10 ans maximum, minimum, ou 15 ans encore maximum. Et aujourd'hui, je cherche un travail, mais ça va être très, 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 très compliqué. Très compliqué de trouver un travail. Même sur le marché de l'emploi, si on nous fait des forums, on nous dit qu'il y a du boulot. Mais le boulot qu'on cherche, on a des bons profils, on a des bons CV, on a de l'expérience, mais on arrive à un âge qu'on a 50 ans. Et même avec un bon CV, avec de l'expérience, ça nécessite de reprendre des formations. C'est la réorientation, le nouveau projet professionnel. Il se dessine comment ça ? Moi j'avais anticipé un petit peu avant, je devais démarrer ma formation aujourd'hui à l'AFPA de Quentin, je la démarre soit après-midi ou soit demain, parce qu'on était convoqués. Je repars sur une autre formation en espérant qu'il y a un débouché, qu'il y aura du travail, mais ça va être compliqué, on n'aura plus la même vie à la maison. Je partais à 5 minutes de chez moi travailler. Aujourd'hui, je vais peut-être faire 10, 20, 30 km pour aller travailler et puis ramener un salaire à la fin du mois. Voilà, la nouvelle orientation, c'est moi je m'en vais faire un titre de conducteur de voyageurs pour être chauffeur de bus, parce que j'aime bien le contact avec les gens. J'aime bien en général, je suis assez social, alors bon,
on verra comment que ça va se dessiner après. C'est déjà de partir à faire la formation, d'avoir l'examen, et puis après, il va falloir se remettre au boulot, redonner des CV, et puis taper aux portes pour trouver du travail. C'est ça qui va être compliqué. Parce que pareil, j'aurai pas l'expérience. On va me dire, vous avez un titre professionnel, vous n'avez pas l'expérience, monsieur. Alors là, ça va être compliqué de me vendre sans expérience. Compliqué que de réapprendre. Réapprendre à 50 ans, j'ai pas envie de repartir à l'école. J'ai pas été un grand spécialiste dans les études, mais bon, oui, il faut repartir à 50 ans dans les écoles et puis apprendre quelque chose parce que la vie continue et puis il faut avancer. Hein. On peut pas attendre chez nous pendant 10 ans à dire ça va tomber, on va toucher le RSA ou le minimum social et puis on va attendre. Non, moi aujourd'hui ça fait un mois que je suis rentré de vacances, ça fait un mois que je bricole un peu à la maison, mais j'ai envie de repartir, de me lever au matin à 6 heures et puis de repartir pour 8 heures à un endroit et puis apprendre quelque chose et puis redémarrer en allant devant, c'est tout. Non, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Le fait aujourd'hui d'être nombreux, de revoir les collègues, de pouvoir reparler, ça fait du bien ça. Ouais, ça fait du bien. Bon, moi, j'ai gardé contact avec mon équipe. Hein. On se téléphone, on a les messages Facebook qui marche super bien. Alors, on peut se parler un peu sur Facebook. On a les messages, on les téléphones. Bon, mais c'est un manque quand même parce que tous les jours, tu voyais tes potes, tu voyais tes copains, tes collègues de travail. Et puis là, il y a eu cassure parce que moi, je suis parti depuis le 30 août en vacances. J'ai revu très peu de monde de chez Stora et se réunir comme ça, entre parenthèses, être convoqué. Tu revois 260 personnes, et ça fait du bien parce que tu revois un peu des collègues, tu discutes de ce qu'eux, dans quel chemin ils sont partis, s'ils ont trouvé quelque chose, s'ils font une formation, s'ils ont démarré une formation, comment que ça va. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir tout le monde. Ouais, ça fait du bien. Maintenir le lien, ne laisser personne au bord du chemin, c'est l'une des missions que s'est donnée l'association Génération Ferdinand Béguin. Christelle, secrétaire de l'association. Enfin, les choses ont commencé et on a des dates. Même si elles sont éloignées, ces dates, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut prendre le temps de bien faire les choses. On comprend bien qu'avec un pays étranger, les délais sont un peu plus longs. Et il faut faire les choses vraiment correctement. C'est pas un problème. Ce qu'on veut simplement, c'est obtenir réparation du préjudice et c'est tout ce qu'on demande. Il n'y a pas d'urgence. Le rôle de l'association Génération Ferdinand Béguin, aujourd'hui, ça va être quoi ? Ça va être de maintenir tout le monde dans l'élan et dans la lutte pour ne rien lâcher ? Oui, tout à fait. Et puis surtout, continuer à prendre des renseignements de chacun, laisser personne sur le bord de la route, s'assurer que tout le monde continue à aller bien et parce que ça va seulement commencer. C'est quand on est arrêté que le moral baisse, que quand on recherche un emploi et qu'on ne le trouve pas. Et quand quelqu'un rencontre des problèmes, s'il est seul, ça sera compliqué. Si on est plusieurs, on pourra l'aider. Et ils ne se sentiront pas seuls. Déjà, j'ai beaucoup de messages en ce sens, des remerciements comme quoi, rien que mes messages par l'association, les gens me remercient simplement. En disant qu'au moins ils ne se sentent pas seuls et abandonnés, parce que c'est un peu l'impression qu'ils ont venant de Stora. Donc au moins il y a toujours un lien. Tous ceux qui continuent de me demander des renseignements parce qu'ils ne peuvent pas les avoir ailleurs ou parce qu'ils ne sont pas bien reçus ailleurs. Et voilà, et il suffit parfois de ça. C'est pas grand-chose, mais au moins ça permet de continuer à avoir un lien et de ne pas s'isoler complètement. C'est pas facile que de trouver un nouvel emploi, c'est pas facile non plus que d'entamer une démarche de recherche d'emploi. Là aussi, parce que les bras sont coupés, tu le sens ça ? Oui, je le sens. Il y a beaucoup de morale en berne à cause de ça, justement. C'est compliqué, il faut passer le pas des recherches d'emploi et bien souvent on fait pas ça. Enfin, je sais pas, les gens, il y a une lassitude. Christelle, secrétaire de l'association Génération Ferdinand Béguin. Marcel, lui, est toujours en poste dans l'usine. Encore pour 8 mois, il fait partie de ces personnels maintenus dans l'emploi dans les mesures de conservation du site. Marcel nous donne son sentiment sur cette matinée de conciliation et puis on va évoquer avec lui ce qu'il se passe également actuellement dans l'usine. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça va plus vite être viré qu'être jugé. Maintenant,
J'espère que ça va bien se passer parce que Stora a dupé tout le monde. Il a dupé les salariés, il a dupé les élus locaux, il a dupé le gouvernement. Maintenant, il faut espérer qu'il va pas duper la justice, quoi. Parce que ces gens-là, c'est des voyous. Et ils doivent payer pour le mal qu'ils nous ont fait. Et aujourd'hui, il y a 3 chefs d'accusation. Les 2 premiers, c'est pour préjudice et manquement au travail. Bon, j'ai déjà eu des échos comme quoi qui servaient du manquement au travail pour notre sécurité. Et c'est bien beau de faire du mal aux gens pendant des mois et des mois, puis après s'apitoyer devant nous, quoi. Il se passe quoi à l'usine actuellement? Bah, il se passe... c'est des rinçages de circuit, c'est évacuation des cassés vers la station. On fait tourner vraiment légèrement les installations, quoi. Il se passe pas grand-chose. C'est usine morte, c'est affreux. T'es là que pour le salaire, quoi, c'est tout. Il n'y a aucune envie là-dedans, quoi. C'est triste. C'est triste de voir ça, c'est même pas croyable. Un tel outil qui peut être à l'abandon de tout le monde. Et ben, je profite de pouvoir parler pour crier un SOS au gouvernement, quoi. Parce que si on laisse mourir une telle machine, l'industrie en France ne veut plus rien dire, c'est une catastrophe. C'est pas parce que c'est mon outil de travail, mais c'est le 2e chantier après le tunnel sous la Manche. À ce moment-là, bah, demain, qu'on nous annonce sur TF1 qu'on va reboucher le tunnel sous la Manche de béton, c'est à peu près la même chose qui arrive. Et bien, apparemment, ça n'intéresse personne. Monsieur Valls, il y a eu un courrier de l'association Ferdinand Béguin par le biais de Monsieur Macron. Il s'est déplacé à Valenciennes, il s'est déplacé à Arras. On n'a même pas eu d'écho. Il aurait pu venir faire un petit saut au Corbehem. Ça aurait pas fait de mal, quoi. Mais voilà, on est là, on y est. Pour moi, c'est la mort du site. On verra jusqu'où Stora va aller. Voilà ce que l'on pouvait dire après cette première audience de conciliation en ce mercredi 15 octobre 2014 au tribunal des prud'hommes d'Arras entre 220 anciens salariés de l'usine face à la direction du groupe Stora Enso Corbehem. Bien évidemment, nous continuerons de suivre l'évolution de ce dossier et le parcours de quelques-uns de ces salariés de l'usine Stora Enso Corbehem, sans oublier l'avenir de ce site industriel exceptionnel. Stora Enso Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de Rive ou d'Arménie. Qu'un soir il Sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps,